Bonsoir à toutes et à tous. Latitude 91 version politique saison 3. Ce sera l'élection majeure de cette année 2010, 14-21 mars prochain. Après Jean-Paul Huchon, président socialiste sortant, je reçois Nathalie Kosciusko-Morizet, tête de liste pour l'Essonne et pour l'UMP. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate en Île-de-France, mais aussi secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique, maire de Longjumeau. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Je vais vous interroger en compagnie de mes deux complices habituels, Graziella Rioux de Boucan.com et Grégory Plouvier du Parisien. Bonsoir. Salut à vous deux. Et tout de suite, pour ne pas perdre de temps, une première question de Graziella Rioux. Oui, alors dans tous les cas de figure, quel que soit le résultat de l'élection, vous serez élu à la région. Sauf c'est probable. Il y a de fortes chances. Pourtant, on sait que vous n'aviez pas forcément envie de conduire la liste. Ça a été un petit peu acrobatique. Et puis, il y a eu mes confrères du Parisien, mais Grégory en parlera plus longuement, ont publié une enquête d'assiduité où il faisait état que vous étiez en tête de liste, mais pas pour la bonne raison, c'est pour votre manque d'assiduité à la région. Alors, ma question, c'est comment allez-vous faire, sachant que votre emploi du temps, il n'est pas prêt de s'alléger. Vous êtes toujours maire de Longjumeau, commune de plus de 20 000, vice-présidente de l'agglo Europe-Essonne, secrétaire général adjointe de l'UMP, secrétaire d'État à l'économie numérique. Et je passe le fait que vous êtes aussi une jeune maman avec 2 petits garçons. Ouais, ça pourrait être interprété comme des propos sexistes. Bah non, ça fait partie. Il faut caser dans l'emploi du temps. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la réalité. Et je passe l'animation de votre blog que vous avez lancé il y a quelques mois, semaines. La promotion de votre livre. La promotion du bouquin, les messages à vos followers sur Twitter. Ça n'occupe pas non plus toutes mes journées. Non, mais quelques conseils d'administration divers et variés. Non. Le président de l'hôpital de Longjumeau. L'hôpital de Longjumeau, oui. Ça prend aussi un peu de temps. Donc, la question c'est comment faites-vous et comment ferez-vous? Alors, comment allez-vous faire tout ça? Je vais répondre à vos questions. D'abord, je vais répondre à la question du Parisien. Moi, j'ai pas aimé ce qu'ils ont sorti parce que, et ils le savent très bien, c'est assez largement faux. Pour faire une vraie enquête d'assiduité au Conseil régional, il faut mettre une caméra dans l'hémicycle, regarder qui est vraiment là et qui parle. Pourquoi? Il y a un problème de transparence. Parce que les feuilles de présence, elles sont signées par les uns pour les autres. Il y en a dont c'est un sport national, donc qui affiche 100% d'assiduité et qui viennent que la moitié du temps. Moi, personnellement, d'ailleurs, les 2 premières années, je n'avais pas compris qu'il y avait des feuilles de présence. Moi, plus précisément, je pensais que ça servait à récupérer les tickets de déjeuner. Comme je n'avais pas tellement envie de déjeuner à la cantine, je ne les récupérais pas. En plus, le Parisien a sorti une année de référence qui est l'année 2005, où personnellement j'ai eu un enfant. Donc j'adore tous ces hommes qui défilent à l'occasion de la journée des femmes le 8 mars en expliquant qu'il faut plus de femmes, mais qui voudraient qu'on soit en même temps à la maternité et dans l'hémicycle. Ceci dit, sur le fond, c'est vrai que moi, je n'étais pas au début très partante pour être candidat au régional. Je pensais que c'était l'occasion, à travers le vivier de jeunes élus dans l'Essonne, de faire monter une nouvelle génération, d'en trouver d'autres, ouais. Et puis, d'abord, eux ne le souhaitaient pas. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu une demande de la part de tous les jeunes élus, que vous retrouverez sur la liste, mais j'ai eu une demande de porter la liste en Essonne. Et puis, je ne l'ai pas caché, le président de la République me l'a demandé aussi, considérant que ce serait ce qu'il y avait de plus porteur. À partir du moment où la famille politique le demande, moi, ce n'est pas dans mon tempérament de refuser un combat. Donc j'y vais, et j'y vais pour gagner, et j'y vais en le faisant à fond. Donc ce matin... Gare RER de Brunoy, hier Gare RER d'Épinay-sur-Orge, lundi Gare RER de Massy, voilà. Et j'y vais pour gagner. Alors, ceci dit, je l'ai dit très clairement à Valérie Pécresse et à toute l'équipe, moi, je ne brigue pas un rôle exécutif, une vice-présidence à l'intérieur de l'équipe. Je ne le souhaite pas, je ne la demande pas, je ne la veux pas. Vous auriez le droit ? Techniquement, je pense que oui, je crois que j'aurai le droit, mais je ne la souhaite pas du tout. Je ne le ferai pas parce que je trouve que j'ai assez de responsabilités exécutives comme ça. Donc je prends une responsabilité politique qui est de mener la liste dans l'Essonne, ça oui, mais je ne souhaite pas assumer une responsabilité exécutive. Oui, je siégerai parce que ça c'est la logique. Y compris dans l'opposition, parce que ça c'est la logique, si vous voulez, à partir du moment où on crée un groupe qui est une liste, un collectif, on ne laisse pas tomber les gens comme ça au lendemain d'élection. Mais en revanche, je ne souhaite pas prendre de responsabilité exécutive, je trouve que j'ai assez de responsabilités exécutives. Vous parliez de la liste en Essonne, avec une nouvelle génération. Est-ce que vous avez des noms à nous annoncer? Est-ce qu'on connaît déjà les 10 premiers? Parce qu'il y en a beaucoup qui circulent. Je ne vous annonce pas non, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une liste qui est très fortement renouvelée. Je pense qu'on sera une des listes départementales, peut-être sans doute la liste départementale la plus jeune, mais la plus jeune avec des personnes qui ont une forte légitimité puisqu'ils sont tous élus. Stéphane Bonnet, Véronique Carantois, François Durovray, ils seront dans les éligibles? Oui, je peux le dire.
Du coup, il a fallu faire... Non, mais je ne vais pas vous faire toute la liste. Le fils du Boin aussi. Il y a vraiment, c'est une liste qui est très renouvelée avec des élus jeunes, plein d'avenir, qui sont porteurs de renouveau pour le département et qui sont dans une démarche de reconquête, il faut bien le dire, parce que nous, on veut reconquérir la région et le département. Il a fallu faire sortir des sortants, c'était compliqué de laisser de la place comme ça des jeunes. Les sortants ont été extraordinairement responsables. Et je leur rends hommage parce que c'est pas forcément facile. Ils ont très bien compris les nécessités du renouvellement et au contraire, ils s'engagent très fortement dans les différentes opérations de terrain pour venir soutenir la liste. Le week-end dernier encore, on était avec Pierre Lasborde sur le marché des Ulysses à distribuer des tracts ensemble. Ça se passe bien de ce côté-là. Pas de grincement de dents, ça se passe très bien. Et je leur tire un coup de chapeau parce que humainement, c'est pas forcément facile, tout simplement. Justement, en parlant du terrain, quel regard vous portez sur la campagne, comment vous la ressentez par rapport au contexte national qui est parfois un peu tendu sur des sujets de société? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'impact sur les résultats? Moi, je fais campagne sur les transports. Très Essentiellement clairement, sur les vous transports. visitez beaucoup les gares RER. Oui, pas seulement. Le premier samedi de solde, j'ai fait centres commerciaux. C'est-à-dire que mon idée, c'est... Bon, il faut faire quelques meetings. On fera un grand meeting le 16 février à Longjumeau, ce sera le grand meeting départemental. Mais dans un meeting, malgré tout, vous avez surtout vos amis qui viennent. Et moi, la campagne, je vais la faire en allant à la rencontre des habitants. Donc, j'organise relativement peu de réunions où il y aurait que les amis qui viennent. Et en revanche, je vais là où sont les Essonniens. Où est-ce qu'ils sont? Le matin en semaine dans les gares RER, le week-end dans les centres commerciaux et sur les marchés. Donc, c'est là qu'on est aussi. Et comment vous êtes reçu? Vous avez le temps de parler? Parce que j'en sais que le matin sur les gares RER, les gens sont un peu toujours pressés. Mais... Le matin, après ça dépend si on est au moment où le RER arrive ou au moment où il vient de partir. Forcément, il y a plus ou moins d'opportunités pour pouvoir causer. Mais on est bien reçu. Et je fais campagne beaucoup sur les transports parce que je trouve que les transports, c'est vraiment un nœud de la qualité de vie dans la Grande Couronne. Je veux dire, le transport, c'est pas seulement le problème des transports, derrière c'est le problème de l'environnement, c'est le problème de l'organisation de sa vie personnelle. Quand on passe 2 heures par jour dans les transports, c'est 2 heures par jour qu'on passe pas avec ses enfants et avec sa famille. C'est le problème aussi de savoir quand on fait ses courses. C'est tous ces sujets-là auxquels on veut apporter des... C'est le dossier des dossiers pour la région. Pour moi, c'est le dossier des dossiers. Concrètement, des solutions précises, concrètes pour l'Essonne, notamment très concrètement, bien sûr, mettre le paquet sur les RER, mais pas seulement. En Grande Couronne, on a un gros problème de bus. Est-ce que vous savez qu'avec 100 millions d'euros, c'est-à-dire en fait rien du tout par rapport au budget transport de la région, on peut doubler tous les bus en Grande Couronne. Et ça, c'est une valeur ajoutée absolument considérable pour nous. Améliorer les affaires tarifaires. On est vraiment mal lotis en Grande Couronne. C'est-à-dire que non seulement les investissements ne se portent pas sur nous, en Essonne, je ne sais pas si vous savez qu'on est le seul département de la région Île-de-France à ne pas avoir bénéficié d'infrastructures de transport lourd, donc extension de RER, nouvelles lignes, depuis 12 ans. Le seul département de la région Île-de-France. Et pourtant, on paye nos impôts à la région. Donc on a besoin à la fois d'investissements et transports lourds, on a besoin d'investissements dans les bus. On a besoin aussi d'avoir une amélioration de la politique tarifaire, de sortir d'un système dans lequel, quand on a moins d'argent, on va en Grande Couronne et on se retrouve en fait avec un budget de transport qui est absolument considérable par rapport à celui d'un Parisien. Mais oui, un Parisien, c'est en moyenne 7% son budget de transport. En Grande Couronne, ça peut aller jusqu'à 30%. Et on a 152 tarifs, 6 zones. C'est quelque chose qu'il faut absolument clarifier. Il n'y a pas de raison. Hier, lors de ses vœux, Thierry Mandon, que vous connaissez, en tant que président de l'Agence pour l'économie, a évoqué les régionales et a surtout et a milité pour la mise en place de relations, de partenariats supradépartementaux. Et il parlait aussi du risque que ça présente pour l'Essonne. Pour le Grand Paris, par exemple, il y a 34 milliards d'euros qui vont être débloqués, dont 30 milliards pour Paris seulement. Donc, quid de la Grande Couronne? Donc, vous, comment vous allez... D'abord, ça, c'est des chiffres qui ne sont pas vrais. Quand vous regardez ce que va coûter le Grand 8, la Grande Boucle, et la Grande Boucle, elle est notamment chez nous, elle est en Essonne. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait que les départements... C'est la fin de la Grande Boucle qui est chez nous. C'est le Sud. Oui, mais c'est pas la fin. Elle a été rattachée au départ, je crois que il y a une polémique sur le calendrier en disant que ça n'arriverait pas avant 2020-2030. C'est le Sud qui nous concerne. Et puis par ailleurs, de toute façon, la Grande Boucle, c'est pas une fin en soi. Ce qui est intéressant, c'est la toile d'araignée autour de la Grande Boucle et la façon dont il faut que tous les tramways, les transports en commun en site propre se raccordent à la Grande Boucle. Mais surtout, là où il a raison, Mandron, c'est qu'il faudrait que les collectivités territoriales coopèrent plus entre elles. Et honnêtement, aujourd'hui,
il y a du boulot. C'est-à-dire que nous, on a un conseil général socialiste et une région socialiste qui ne coopèrent pas entre eux quand même. On était le seul département, s'il y avait eu Paris 2012 aux Jeux Olympiques, à pas avoir d'infrastructure de transport, d'infrastructure de sport, de gros équipements sportifs d'importance. Ça avait été d'ailleurs dénoncé, y compris par les socialistes du département à l'époque. Ils ne pouvaient pas faire autrement. On a aussi un problème de coopération entre départements. Je prends un exemple. Le haut débit. Dans l'ouest du département, une commune, alors ça peut paraître mineur, mais c'est un exemple, comme Boulay-les-Trous. Boulay-les-Trous, il faudrait pouvoir la raccorder aux Yvelines pour pouvoir avoir le haut débit. Bon, et par défaut de coopération départementale, on n'y arrive pas. C'est quand même quelque chose qui ne va pas. Donc la coopération départementale, oui, mais je ne trouve pas forcément que les socialistes sont bien placés pour en parler. Valérie Pécresse, qui conduit la liste pour l'Île-de-France, comment vous jugez sa campagne? C'était la meilleure candidate pour le MP? Oui, je crois que c'est... Valérie... Vous savez pourquoi c'est la meilleure candidate? Parce que le président de la République dit ça toujours très bien, il dit une campagne, ça marche quand on en a envie. En fait, les gens, ils voient si vous en avez envie ou si vous n'en avez pas envie. Valérie, elle en a envie. Elle se donne à fond dans la campagne, elle est totalement engagée dans la campagne, elle y passe toutes ses matinées, elle est sur le terrain. Ce matin encore, on s'envoyait des SMS, elle était sur le RER, là elle va venir à Massy, elle va venir à Juvisy, elle va venir à Évry, elle vient à Corbeil. Bon, voilà, elle est totalement engagée, elle a envie de gagner cette région et de changer cette région. Et je crois que pour moi, c'est le premier critère dans une élection, c'est est-ce que le candidat vraiment se donne à fond? Est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il veut vraiment faire bouger les choses? Quel sera en dehors des transports, quelles seraient les grandes priorités? Je pense notamment au plateau de Saclay, ça fait des années qu'on parle d'un lycée international qui n'est pas dans le projet. Et pourtant, je sais que je pense qu'il ne serait pas inutile. Il est dans les propositions Essonne du projet. Il y a 2 lycées dans les propositions Essonne du projet. Il y a le lycée international sur le plateau de Saclay et le lycée à la Ferté-Alais, qui est très demandé. Ça, c'est dans nos propositions Essonne du projet. Après, si vous voulez, c'est dans vos propositions? Oui, mais dans le projet région, vous n'avez pas forcément toutes les déclinaisons locales, mais c'est dans le projet Essonne. Si, bien sûr, c'est très demandé. Mon deuxième sujet, après les transports, étant entendu pour moi que l'environnement traverse tous ces sujets-là. Je pense que pour moi, l'environnement est vraiment un sujet transversal. Donc, je n'en fais pas un sujet en soi. Ce sera l'emploi. En Essonne, on a une particularité. On est le deuxième département, le deuxième plus mauvais département d'Île-de-France, juste derrière la Seine-et-Marne, pour ce qu'on appelle le taux d'emploi. Le taux d'emploi, en fait, c'est le nombre d'emplois que vous avez dans votre département par rapport à votre population active. Notre taux d'emploi est 78%. Et ça, en plus, c'est théorique, parce qu'en fait, vous avez aussi des gens de l'extérieur qui viennent travailler chez vous, et des gens de chez vous qui vont travailler à l'extérieur. Donc en fait, vous avez 41% des Essonniens qui vont travailler en dehors du département. Ça fait 250 000 personnes tous les jours qui vont chercher leur travail à l'extérieur du département. On change en créant l'emploi en Essonne. On a trop peu d'emplois en Essonne. Comment? Et on a trop peu d'emplois. Écofilière, vous y croyez? Parce que Thierry Mandon y croit beaucoup. Je crois beaucoup aux écofilières. C'est aussi il pense même que le département peut faire un carton sur le secteur. On attend de voir, mais je crois beaucoup aux écofilières. Je crois beaucoup au développement du plateau de Saclay. Je crois beaucoup au développement de nos pôles de compétitivité. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement créer de l'emploi, c'est créer de l'emploi à haute valeur ajoutée. Ces derniers temps, on nous a fait le coup de la logistique, en fait. Alors, il parle aussi on a de la énormément d'entrepôts qui ont été développés partout. Avec très peu d'emplois au mètre carré. Très peu d'emplois au mètre carré, beaucoup de consommation d'espace, beaucoup de problèmes environnementaux et des emplois assez peu qualifiés. Et derrière, des nuisances associées. Parce qu'un entrepôt logistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire des camions qui arrivent et des camions qui repartent. Donc, voilà, moi je préférerais de la vraie haute valeur ajoutée sur le plateau de Saclay ou autour d'Évry-Corbeil plutôt que des entrepôts logistiques tout le long de la Francilienne et de la RN20. Et les risques que font porter la réforme de la TVA sur tout un tas d'entreprises qui auront pas beaucoup d'emplois et qui auront des nuisances, qui ne trouveront pas où s'installer dans certaines communes. On commence à en parler. Taxe professionnelle. La fourche à longueur. Non, c'est une chance pour les entreprises, la réforme de la taxe professionnelle. J'explique pourquoi rapidement. Pas pour les commerçants qui vont être taxés sur la valeur ajoutée. Et pour certains... Non. Pour les bénéfices, il y a une partie de la réforme de la taxe professionnelle qui est en cours d'ajustement. Mais ce qui est passé déjà, ce qui est déjà validé, c'est une chance pour les entreprises. Je vous explique rapidement pourquoi. Parce que en France, et c'est le cas dans la plupart des pays occidentaux, ça ne nous est pas particulier, la fiscalité s'est construite d'une manière, il y a des raisons historiques à ça, mais d'une manière qui aujourd'hui nous paraît absurde. C'est en taxant l'emploi et en taxant l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, on taxe ce qu'on voudrait en plus. D'accord. Après, les inquiétudes des collectivités, c'est de savoir qu'est-ce qui va remplacer la taxe professionnelle. Et du côté des entrepreneurs, ils disent on n'a aucune lisibilité sur la taxe la TP qu'on va payer. Déjà, il y a un allègement de la moitié.
C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas remboursée 1 euro pour 1 euro, la taxe professionnelle, elle n'est pas remplacée 1 euro pour 1 euro. Donc il y a de toute façon moins de taxes en tout entre l'ancien système et le nouveau système. Et le nouveau système, il est organisé avec des plafonds de telle sorte que personne, en fait, dans les entreprises ne soit brutalement perdant. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la compétitivité des entreprises et de les inciter à rester là en France. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que l'entreprise a annoncé que la Smart, ils allaient finalement se développer en Lorraine. Ils ont dit que c'est clairement à cause de la réforme, grâce à la réforme de la taxe professionnelle. Parce qu'on sort d'un système absurde. En fait, on est en train, mine de rien, de réformer le pays de telle sorte qu'il devienne véritablement attractif pour l'emploi. À travers la réforme de la taxe professionnelle et à travers le crédit impôt recherche, dont on parle trop peu et qui, notamment pour l'Essonne et pour toutes nos entreprises à haute valeur ajoutée, ça fonctionne plutôt pas mal. Extraordinairement attractif. Ça fonctionne super bien. Les entreprises le disent. Ils disent on a maintenant en France le système le plus attractif en faveur de la recherche. On s'en était fait l'écho sur ce plateau dans l'émission économique. Grégory Plouvier, une nouvelle question. Petite parenthèse, qu'avez-vous pensé du feuilleton Julien Drey au Parti Socialiste, le fait qu'il soit écarté puis replacé sur le devant de la scène, qui sera donc votre alter ego face à vous? Quel regard vous portez sur la polémique? J'ai pensé qu'il y avait eu dans cette affaire beaucoup de gens imprudents. Imprudents à... Encore une fois, les médias, vous allez... Non, je pensais pas en plus. Je pensais vraiment à l'intérieur du Parti Socialiste. Avec ses camarades. À aller très vite dans un sens et dans l'autre, donc à avoir des mouvements de balancier qui sont peu compréhensibles pour la population. Et aujourd'hui, une liste socialiste que je sens, moi, très divisée, traversée de sentiments, d'émotions très contradictoires et assez peu amènes entre les candidats. Vous le croisez, Julien Drey, du coup, sur le terrain? Comment vous Écoutez, je vais être honnête, je le croise assez peu sur le terrain, Julien Drey, parce que j'ai pas l'impression que Julien fasse beaucoup campagne sur le terrain. Oui, non, je l'ai croisé au vœu de Marcoussis samedi dernier. Il était tout seul, à côté du buffet qui n'était pas encore ouvert, et j'avais l'impression qu'à l'intérieur de la liste, il y avait bien quelques tensions. Et à droite, il y aura également... une petite division, il y aura en tout cas d'autres candidatures que celle de l'UMP, il y aura Nicolas Dupont-Aignan qui sera tête de liste sur le département et également sur la région. Pour Debout la République. Quel regard vous portez sur cette candidature? Est-ce qu'une fusion est possible dans l'entre-deux tours ou pas? Moi, je regrette beaucoup l'initiative de Nicolas Dupont-Aignan si elle va à son terme, mais nous, on s'organise pour... en 2010, avoir des listes d'ouverture le plus large possible au premier tour. Et nos listes de premier tour sont nos listes de deuxième tour. Moi, j'ai très mal vécu en 2004 la fusion entre deux tours. Vous savez, c'est très dur. Ouais, vous avez des gens qui ont travaillé, qui ont milité. Vous êtes obligés de faire très vite, dans de mauvaises conditions, des raboutages de listes. Et puis, je trouve que vis-à-vis des électeurs, c'est pas bien. Parce que vous faites campagne sur une liste au premier tour, vous faites campagne forcément en vous différenciant des autres listes, et puis après entre deux tours, on dit ah, Yukaïdi, Yukaïda, embrassons-nous Folleville, on se remet tous ensemble. Quand on peut faire autrement au premier tour, je trouve ça mieux, et moi je suis heureuse de pouvoir présenter dès le premier tour aux électeurs essonniens une liste qui sera la même que celle pour le deuxième tour. C'est carré, tout le monde connaît, on peut venir rencontrer les candidats, c'est transparent. Les listes de gauche, elles ne sont pas comme ça, parce que les listes de gauche, elles sont toutes appelées à fusionner entre les deux tours. Alors vous voyez des noms sur la liste, vous dites mais attendez, comment il va faire? Lui il va avoir... Ah non, mais t'en fais pas, il sautera entre les deux tours. Ah bon, c'est pas très transparent en direction des électeurs. Et on la connaîtra quand, la liste, alors? 30 janvier. Et ce sera la dernière question. Le 30 janvier, on aura l'intégralité et on retrouvera... Et alors, on retrouvera tous les candidats le 16 février au théâtre de Longjumeau, puisque c'est le grand meeting départemental au théâtre de Longjumeau le 16 février. Très bien, écoutez, merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue sur ce plateau. Merci à vous deux. La semaine prochaine, on retrouvera Alain Dolium, candidat MoDem pour les régionales. Tout de suite, c'est le sport avec Éric Coutard. Salut, bonne soirée.